Bonsoir à tous. Donc attention, ce soir, sujet sensible. À J-3 des élections européennes, on l'a constaté ces dernières semaines, la question de l'immigration enflamme les débats avec des positions aux antipodes entre les différents candidats. Il faut dire que le sujet préoccupe vraiment les Français. Une enquête Ipsos pour France Télévisions, qui est récente, elle a été publiée le 23 mai, révèle que 42% des Français considèrent que l'Union européenne doit faire de l'immigration une priorité. Et ça passe devant la lutte contre le changement climatique et devant la lutte contre l'inflation. Et les autres enquêtes menées ces derniers mois, avec d'autres formulations pour les questions, elles placent toujours l'immigration au plus loin en troisième position. C'est donc bien, objectivement, une préoccupation majeure. Seulement, à la différence du pouvoir d'achat, a priori tout le monde en voudrait plus, les attentes de la population vis-à-vis de l'immigration ne convergent pas. Au contraire, elles s'entrechoquent et on a le sentiment que les positions des uns et des autres, et là je reprends vos mots, sont plus prises par les affects, le dérangement, que par la raison. Il y a ceux pour qui la France devient une passoire, exposée à l'invasion d'étrangers indésirables, et qui veulent suspendre l'immigration. Et puis il y a ceux pour qui notre pays, comme l'Europe, manque à son devoir d'humanité. Et c'est à ces deux tendances opposées qu'a souhaité s'adresser notre invité. Et il a bien fait, car il maîtrise parfaitement le sujet. Bonsoir Didier Lesky. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de l'Espace ADA. Donc quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En France, c'est le premier interlocuteur pour l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des étrangers. Donc la structure agit sous la tutelle de la Direction générale des étrangers en France, du ministère de l'Intérieur. En quelques mots, les missions de l'Office sont très claires. Elle gère l'immigration familiale, l'accueil et l'intégration des immigrés, l'aide au retour et la réinsertion, l'accompagnement des demandeurs d'asile, l'émission de l'avis médical pour les autorisations de séjour pour soins, et puis enfin l'immigration professionnelle. Donc vos connaissances et votre expérience sont une vraie richesse pour nous aider à y voir plus clair. Et ce soir, comme vous l'avez fait dans ce grand dérangement, l'immigration en face, publié aux éditions Tract Gallimard, vous allez nous placer devant la réalité des faits et des pratiques. Et puis, quand on a connaissance de ces informations, on comprend mieux en fait l'ampleur des défis à relever en France et en Europe. Donc Didier Lesky, nous allons vous écouter durant une cinquantaine de minutes et ensuite on aura un temps d'échange avec le public. C'est à vous. Merci, merci à vous d'abord pour cette invitation. Merci à l'ADA, voilà, l'espace ADA, pour ce moment d'échange. Je crois qu'il est d'autant plus important. Vous avez dit que c'était un sujet qui suscitait les passions et il y a beaucoup de sujets qui suscitent les passions et celui-là en particulier depuis plusieurs années. Je vais essayer d'expliquer pourquoi à mes yeux. Mais je pense qu'il est important qu'on ait des moments d'échange, de dialogue. C'est-à-dire que un des problèmes collectifs que nous avons dans la société, c'est sans doute la perte de cette capacité à dialoguer et au profit je dirais, d'échanges TikTok, c'est-à-dire de choses qui ne permettent pas à la fois de penser vraiment, à mon sens, et de pouvoir avoir des échanges. Alors, c'est particulièrement vrai en matière d'immigration. On a le sentiment d'une récurrence bégayante dans les débats, où on a des échanges d'arguments qui sont toujours les mêmes et d'une certaine manière, le débat n'avance pas et parfois il nous donne le sentiment de reculer. Alors la France en particulier est particulièrement sur la longue durée est traversée par les débats autour de l'immigration. D'abord parce qu'on est un vieux pays d'immigration. On a une immigration en France depuis le milieu du 19e siècle. C'est notre particularité en Europe par rapport à d'autres pays. C'est le fait que sur la longue durée, nous étions déjà un pays où des gens venaient au moment où la caractéristique de l'Europe, et c'est sans doute ce qui a le plus changé en un siècle, l'Europe était d'abord un pays de départ. Et de départ qui a même peuplé le continent américain et même ailleurs. Et donc, toute la question qui est posée pour nous, c'est bien évidemment de savoir où on se situe par rapport à ce qui se passe au niveau européen, puisque on est à 3 jours d'élections européennes, donc bien évidemment, ça marque les débats, et essayer de comprendre
quelles sont les difficultés qui existent, parce qu'il ne faut pas les nier, et comment on peut les aborder sans rentrer dans quelque chose qui serait ce que le pape François, d'une certaine manière, appellerait un déni d'humanité, hein, puisque on appartient tous à une commune humanité, même si dans cette commune humanité, il y a des structurations, il y a des États, il y a des sociétés, etc. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, on ne peut pas parler de la situation de la France sans parler de la situation de l'Europe. Et bien évidemment, vous avez tous entendu cette idée qu'on serait soit une forteresse, soit une passoire, hein, comme vous venez de le dire. Et je crois que l'Europe n'est ni une forteresse, ni une passoire. Et je commencerai par l'idée qu'elle n'est pas une forteresse, c'est-à-dire que globalement, nous sommes un continent qui accueille. Et ça se voit du reste à travers les titres de séjour qui sont délivrés dans l'Union européenne. Entre 2012 et 2022, on a eu plus de 130% d'augmentation des titres de séjour. Et si on prend ne serait-ce que l'année 2015, on a en Europe accueilli en proportion plus de migrants que ce grand pays que sont les États-Unis en matière d'immigration. Je pense que c'est une donnée importante et je la compléterai par la chose suivante. On a tendance dans les débats publics à se focaliser sur une partie de l'immigration qui est la demande d'asile. Mais l'essentiel de l'immigration en Europe et en France, c'est d'abord une immigration régulière. C'est le regroupement familial, c'est l'immigration de travail, ce sont les étudiants, hein, et se rajoutent ceux à qui nous donnons une protection et qui sont les demandeurs d'asile. Et je crois que c'est important de ne pas réduire à chaque fois le débat sur l'immigration à simplement cette partie qui est la plus spectaculaire, c'est celle que l'on voit à Ceuta, à Melilla, c'est celle qu'on voit à Lampedusa, par rapport à l'ensemble de l'immigration, parce que d'une certaine manière, il faut toujours penser les immigrations au pluriel, et comme il faut penser les trajectoires d'intégration en fonction des qualités propres de chacune des personnes, ou aussi des qualités propres des groupes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la part des étrangers et des immigrés en proportion dans l'ensemble de la population est plus forte en Europe qu'elle ne l'est en Amérique latine, ou qu'elle ne l'est en Afrique, qu'elle ne l'est en Asie. Hein, c'est aux alentours de 13%. Et ce qui atteste bien que sur la longue durée, cette Union européenne, et plus largement même ce continent, puisqu'on pourrait y inclure la Fédération de Russie, qui est aussi un lieu d'immigration, eh bien, n'est pas fermée à l'immigration, et même d'une manière, je dirais, plus ouverte que ne peuvent l'être des pays d'Asie. On peut penser à la Chine, par exemple, où le taux d'immigrés est inférieur à 1%, alors que c'est une grande part de la population mondiale, mais on peut y rajouter l'Inde et des choses comme ça. Dans cette Union européenne, ce qui est vrai, c'est que les 27 n'ont pas dans leur population la même proportion d'immigrés, et ça c'est lié à l'histoire comme à leur développement économique. J'ai dit en moyenne 13% de la population totale, mais ça peut varier entre, je dirais, quelques pourcents, hein, dans certains pays à 25%. Hein, la Finlande, c'est 2% de la population immigrée. La Suède, c'est 25% aujourd'hui de personnes nées en dehors de la Suède qui sont aujourd'hui résidents en Suède. Et c'était une proportion qui a, c'est vrai, considérablement augmenté ces 20 dernières années. Mais l'Europe est exact, c'est vrai aussi, est le continent de l'asile. 8 millions de demandes d'asile enregistrées depuis 2014. Hein, c'est important, il faut le rapporter à l'ensemble de la population européenne qui est de 450 millions. En réalité, la demande d'asile se concentre en gros dans les pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire dans un ensemble qui compte à peu près 200 millions d'habitants. On dit souvent qu'à travers le monde, il y a des mouvements de population et les réfugiés vont d'abord
dans les pays limitrophes des conflits ou des difficultés économiques, c'est vrai, mais la particularité de l'Europe, c'est qu'elle offre à tout un chacun, dans des mécanismes qui peuvent être différents d'un pays à l'autre, et bien tout de suite des conditions d'accueil qui sont sans équivalence à ce que les personnes peuvent trouver quand ils sont limitrophes d'un pays africain. On peut penser par exemple aux Soudanais qui vont en Égypte, qui n'ont pas du tout le type de standard qui sont ceux qu'on connaît en Europe, hein, et on le sait même sur la longue durée. On est actuellement dans un drame historique et humain du côté de Gaza. Il faut rappeler par exemple que les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de travailler ou très peu. Les enfants sont difficilement scolarisés et quand ils naissent, ils n'ont pas d'état civil si ce n'est celui que leur délivre l'UMRA. C'est absolument l'inverse de ce qui se passe en Europe en termes d'accueil. L'accueil, c'est immédiatement le droit à la santé, hein, pour ceux qui arrivent. Un demandeur d'asile, il est immédiatement à la protection universelle maladie, c'est-à-dire comme nous, et puis des capacités d'hébergement qui ne sont sans doute jamais totalement suffisantes, mais qui sont sans commune mesure avec des situations de personnes en errance qui sont sous détente. Donc la difficulté et ce qui a accentué les débats dans l'Union européenne, en Europe, et on le voit depuis 2 jours, même aux États-Unis, c'est-à-dire un pays qui s'est construit à partir de l'immigration, c'est qu'en plus de ceux qui arrivent avec un droit au séjour lié à l'histoire de l'immigration, je parlais de l'immigration familiale, avec le fait qu'ils peuvent fuir des zones de guerre, et on peut penser aux Syriens ou aux Irakiens, eh bien, on a l'Union européenne comme l'Amérique du Nord sont les échappatoires de nombre de perdants de la globalisation financière. C'est-à-dire qu'on est, depuis, je dirais, la chute du mur, dans une avancée de la globalisation, avec une augmentation des écarts entre pays et entre zones du monde. Et dans ces écarts, dans ces dénivellements abyssaux, on a des écarts sociaux qui sont tels que l'Europe et les États-Unis, l'Australie, bien sont vécus par les perdants de ces systèmes économiques absolument inégaux, comme la possibilité de vivre une vie meilleure. Et là est la difficulté du débat, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas possible dans ce contexte-là. Il faudrait y rajouter, puisque sur la longue durée, nous avons aussi cet effet-là, et bien qu'une partie de ceux qui viennent, même de manière légale, sont ceux qui n'ont pas trouvé dans des pays qui ont accédé à leur indépendance, et c'était légitime, eh bien, de quoi vivre bien. Hein, et en France, par exemple, nous savons bien que nous avons une part de ceux qui viennent du Maghreb, qui sont, ou d'Afrique de l'Ouest, ou d'Afrique centrale, qui sont les perdants de systèmes qui sont particulièrement inégaux pour certains. La majorité de ceux qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne au risque de leur vie, ce sont d'abord des Marocains, des Algériens. La troisième nationalité qui traverse la Méditerranée du côté de l'Italie, ce sont des Tunisiens. C'est-à-dire pas des personnes qui viennent de zones de guerre. Alors, j'ai dit la France, elle a été, depuis le 19e siècle, un pays d'immigration, je vous l'ai dit. Et la particularité de la France, c'est que sur 3 générations, nous sommes le pays d'Europe, et nous partageons cela avec les États-Unis, qui a la plus grande part de population qui a au moins un ascendant immigré, 31%, hein, aux alentours de 30%. Et il est vrai, sur la longue durée aussi, qu'il y a plus d'immigrés aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 30 ou qu'il y en avait en 1946. Hein, 13% de personnes nées à l'étranger
11% d'immigrés au sens de l'INSEE. Il y a 2 comptabilités au niveau mondial, mais elles se rejoignent à peu près, sachant que nous, c'est 7 millions d'immigrés, dont 2,5 millions ont acquis la nationalité française. La particularité de la France aussi sur la longue durée par rapport à d'autres pays européens, c'est d'avoir mis en place un droit du sol il y a très longtemps, en particulier pour des raisons militaires, et d'avoir accordé beaucoup plus facilement que d'autres pays européens la nationalité française pour des besoins qui n'étaient pas forcément des besoins généreux, mais qui ont eu des effets positifs sur la longue durée. D'autres pays européens se sont aujourd'hui mis à beaucoup plus accorder la nationalité. On peut penser à l'Allemagne depuis le début des années 90, en Italie, la Suède, oui, absolument, et l'Italie commence à s'y mettre. Mais nous, c'est une tradition très ancienne. Voilà. L'autre événement pour nous, c'est l'augmentation de l'immigration qui a été multipliée entre 1968 et aujourd'hui par 2, si vous voulez, par rapport à une population française qui, elle, a augmenté de 1,4 à 1,5. C'est-à-dire on a une progression de l'immigration qui est plus rapide que la progression de la population de manière générale. Mais le fait marquant et qui participe peut-être de la tension des débats publics, c'est le changement des origines migratoires. Et quand je dis changement des origines migratoires, ça a aussi des effets en ce qui concerne la connaissance réciproque et les trajectoires d'intégration. Aujourd'hui, 50% des immigrés en France sont nés en Afrique, et 62% d'entre eux, dans cette Afrique au sens large, viennent du Maghreb. La moitié, dans les années 60, la moitié des immigrés, plus de la moitié des immigrés étaient originaires d'Espagne, d'Italie, et à partir des années 70, du Portugal. Du reste, les Portugais constituent toujours le 3e groupe d'immigrés en France, après les Algériens et les Marocains. Et donc, cette évolution des origines, eh bien, elle va avoir des conséquences sociales importantes et qui constituent un des problèmes du débat global. Je veux dire par là que cette évolution, elle va se faire au moment où nous-mêmes, nous avons eu une accentuation de nos difficultés économiques. À partir des années 70, il y a un décrochage entre développement économique et immigration. C'est pour ça, du reste, que pendant plusieurs années, encore peut-être aujourd'hui, une partie des débats se focalise sur la question de l'immigration familiale. Parce que la fin de l'immigration de travail, même si elle n'a jamais complètement cessé, l'immigration de travail, et qu'elle est en train de reprendre aujourd'hui en France comme dans d'autres pays d'Europe. L'année dernière, c'est plus de 50 000 personnes sur les 320 000 personnes qui ont obtenu un titre de séjour, qui l'ont obtenu au titre du travail. Il y a eu un découplage entre développement économique et immigration, alors que justement au moment où on a les Espagnols, les Italiens, les Portugais, eh bien, cette immigration-là, elle est complètement corrélée à une période d'expansion économique. Donc on a une accentuation de l'immigration au moment où justement, pour aller vite, on ferme les usines en Seine-Saint-Denis, où j'ai été préfet pendant 4 ans, et on va les ouvrir au Maroc ou en Algérie, et ça va poser des problèmes quant à la prise en charge des personnes. Alors, je parle des Italiens, des Espagnols, des Portugais, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personnes d'origine autre, mais en 1960, les subsahariens, c'est 1% des immigrés, c'est à peu près 30 000 personnes, et aujourd'hui, les subsahariens constituent près de 20% de l'ensemble des immigrés en France. En tant que groupe, ça n'a aucun rapport. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Algériens. Il y avait des Algériens en France avant les années 60. On a une immigration algérienne qui est là depuis les années 20, mais au moment de l'indépendance algérienne, la France, c'est 300 000 Algériens. La majorité des Algériens qui sont arrivés en France sont arrivés après 1962. Et là, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que les indépendances
non pas, et c'est le contraire, stabiliser des personnes et des sociétés au point qu'on ait besoin d'aller chercher ailleurs de quoi s'épanouir personnellement ou de quoi envoyer de l'argent à sa famille au moment où on est à l'étranger. La deuxième chose et qui caractérise la France et qui fait partie des difficultés du débat, c'est que dans cette immigration et dans ces flux migratoires vers l'Europe, eh bien, nous sommes le pays qui a la plus grande part d'immigrés, justement, venant du sud du monde. L'Allemagne a beaucoup plus d'immigrés en volume que nous, mais la majorité des immigrés en Allemagne viennent globalement de l'Europe, pas simplement de l'Union européenne, mais de l'ancienne fédération de Russie. On parle toujours des Turcs, mais les Turcs ne constituent pas la majorité des immigrés en Allemagne. La majorité des immigrés en Allemagne viennent d'Europe. Pourquoi je dis cela? C'est du reste aussi vrai en Angleterre. La majorité des immigrés en Angleterre viennent d'Europe ou viennent d'Inde, hein, et même en partie du Pakistan. Mais pourquoi je dis cela? C'est parce que dans une des difficultés d'intégration que nous avons, nous, il y a, je l'ai dit, la désindustrialisation qui a un coût important en termes de capacité à prendre en charge les personnes, parce que l'intégration s'est faite pendant très longtemps par le travail et par la prise en charge des personnes à travers les lieux de travail. On pourrait y rajouter les municipalités, l'action sociale des municipalités, d'une certaine manière, les colonies de vacances étaient des lieux d'intégration. On pourrait y rajouter aussi les maisons des jeunes et de la culture, pour ceux qui les ont connues. Mais à travers le travail, on avait les organisations syndicales, les partis, le christianisme social, enfin, et on avait quelque chose qui parlait et aux uns et aux autres parce qu'on partageait d'une certaine manière un imaginaire commun, hein, que ce soit l'imaginaire de l'Église, que ce soit l'imaginaire du socialisme, même du communisme, avec les Espagnols, peut-être même en partie l'anarchisme. Mais dans l'évolution que nous avons de ces populations, nous sommes le pays qui a la part de personnes venant qui est moins formée qu'ailleurs. Pourquoi elle est moins formée qu'ailleurs par rapport aux autres pays de l'OCDE? Parce que nous n'avons pas une politique d'immigration choisie. Hein, et ça fait partie des éléments du débat. Et du coup, les questions d'intégration se posent de manière beaucoup plus complexe que des pays qui peuvent être des grands pays d'immigration, je pense au Canada, mais avec des critères de sélection qui sont des critères qui facilitent après l'intégration dans le pays. Nous avons près de 30% de nos immigrés qui n'ont pas un niveau scolaire qui dépasse en fait l'école primaire. Et ça a des conséquences sociales très importantes sur la longue durée, puisque un tiers de nos immigrés vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça participe des difficultés que nous avons sur une marge de l'ensemble de ces personnes, mais dont les difficultés d'intégration peuvent avoir des effets et sociaux et culturels. Donc nous sommes victimes de cette part de faible éducation qui est aussi la résultante de l'échec des pays de départ. Je veux dire, je vais vous parler de l'Angleterre, mais le système éducatif indien, hein, même si celui pakistanais n'est plus à la hauteur, il n'est pas comparable au système éducatif qui a considérablement périclité pour les catégories populaires en Algérie, quand on parle de l'Algérie, en Tunisie ou même au Maroc, où la stratification sociale a des effets sur le niveau de formation des personnes. L'arabisation, par exemple, qu'a connue et l'Algérie et le Maroc, mais particulièrement l'Algérie, en ce qui concerne l'éducation primaire, a des effets après de longue durée sur les capacités des personnes, une fois qu'elles sont ici, à s'intégrer, ne serait-ce que grâce à la maîtrise du français. Et donc, dans ce panorama général, un des débats, à partir du moment où on voit bien qu'une part de l'immigration résulte des dénivellements abyssaux, comme j'ai dit, en termes sociaux, une des difficultés du débat, c'est quelle est la contrainte légitime
qui est admissible dès lors qu'on est humaniste dans la volonté de contrôle de l'immigration. C'est pas simple. Hein. Mais il n'y a pas de contrôle possible des flux migratoires s'il n'y a pas un minimum de contraintes. En tout cas, on n'a pas réussi à faire la démonstration que le simple dialogue ou la simple parole de conviction amènerait à une capacité régulatrice de l'ensemble des phénomènes migratoires. Et pourquoi c'est important quand même malgré tout de réguler l'immigration? Parce que le débat n'est pas simplement un problème de nombre, il est un problème social. Et je pense que, et je suis convaincu que le problème de l'immigration n'est pas une question de nombre, mais un problème social. Au sens où les immigrés ou des flux migratoires peuvent accentuer des difficultés sociales que l'ensemble de la population connaît et dont eux-mêmes peuvent être victimes. L'exemple type, c'est le logement. La difficulté aujourd'hui majeure, vous avez dit que les Français sont préoccupés par la question de l'immigration, mais la deuxième préoccupation, c'est la question du niveau de vie. Hein, c'est le pouvoir d'achat, comme on dit. Bon. Une des caractéristiques majeures qui suit le développement de l'immigration, non pas qu'il en soit responsable, mais ça le suit, c'est la part contrainte que chacun est obligé de mettre pour se loger par rapport à son revenu. Hein. C'était entre 10 et 12% quand je suis né, c'est-à-dire il y a longtemps. Et c'est 30%, c'est un peu moins de 30% en moyenne, ça peut atteindre 40% pour les catégories populaires. Bon, c'est très différent. La deuxième chose que soulignent les phénomènes migratoires et qui fait partie de la difficulté du débat, c'est que l'accélération des migrations est corrélée aussi à l'accélération, je dirais, du tourisme, hein, et de la capacité globale de déplacement et d'installation, même de manière, je dirais, en résidence secondaire ailleurs. Dit différemment, au XIXe siècle, l'immigration, c'est le paquebot. Et c'est long, et on ne revient pas facilement. Au XXe siècle, la démocratisation du train fait que l'Europe, c'est d'abord une immigration européenne. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas le paquebot, mais voilà, on vient en France, je dirais, par le train. La démocratisation du transport aérien et son développement va accélérer les phénomènes migratoires, mais va aussi accélérer des phénomènes qui participent du surenchérissement des loyers, des villes, etc. L'exemple type, c'est Paris. Hein, mais on peut prendre les villes côtières, hein, et toutes les difficultés dans des zones de fort tourisme où vous avez une part de la population qui dit « je ne peux plus vivre là, je ne peux plus payer un loyer, je ne peux plus acheter une maison, etc. » Et donc, ce phénomène, il est accentué et il fait des effets de concurrence dans les catégories populaires. C'est le problème du logement social. Le logement social n'est pas suffisant par rapport à l'ensemble de la population. On a une discussion très vive autour de la question du logement parce qu'on est pris dans une sorte de tenaille. Les centres-villes, leur caractéristique, c'est d'avoir des populations de plus en plus riches, hein, parce que le prix au mètre carré devient de plus en plus élevé. Les catégories populaires, et en particulier les immigrés, sont poussés vers la périphérie. Et pour des raisons liées à leurs caractéristiques sociales, je vous ai dit 30% des immigrés en dessous du seuil de pauvreté, plus un nombre d'enfants, ils peuvent devenir prioritaires dans le logement social pour des raisons objectives qu'on ne peut pas nier, mais qui aboutissent au fait qu'aujourd'hui, une personne algérienne sur deux vit dans le logement social, un peu moins d'un Marocain sur deux, près de 60% des subsahariens, au moment où des catégories populaires qui peuvent être en emploi sont au-dessus des plafonds et ont, elles, du mal à se loger. Et on ne peut pas comprendre les débats qu'il y a actuellement au Parlement autour de la nouvelle loi sur le logement si on n'a pas ce type d'équation en tête. Mais on pourrait rajouter d'autres difficultés que les immigrés soulignent et dont ils ne seraient pas les boucs émissaires si on arrivait à les résoudre pour l'ensemble de la population. C'est le problème de la médecine, hein, et de l'hôpital. La pression sur l'hôpital liée à des choix
historiques qui sont tout à fait discutables, par exemple le numerus clausus, c'est-à-dire qui a abouti à une diminution extrêmement importante du nombre de médecins par rapport aux besoins, et en particulier aux besoins de personnes vieillissantes, eh bien, est accentué par des arrivées de personnes venant de l'autre côté de la Méditerranée et qui ont, pour certaines d'entre elles, indéniablement besoin d'une prise en charge, médicale. Et donc, on a autour de ces sujets, eh bien, une question sociale qui n'est pas directement corrélée au nombre. En même temps, on peut avoir des effets nombres. Je reprends la question du logement. Le fait d'avoir concentré, mais quand je dis d'avoir concentré, le mot n'est pas l'expression d'une volonté. C'est un mécanisme lié au développement, au prix des terrains, etc. Mais les immigrés dans des zones précises, eh bien, à des effets de ghetto qui sont antagoniques avec la volonté de prise en charge et d'intégration et de mélange, si vous voulez, des personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'intégration qui se fait, mais notre difficulté, c'est le fait qu'on a une marge de plus en plus grande de personnes qui sont piégées par les dynamiques de ghetto et qui peuvent être en plus piégées dans ces dynamiques de ghetto pour des raisons culturelles. Et donc, c'est pour ça que je pense que les flux migratoires ont un lien extrêmement fort avec la question sociale. Et je peux refaire la démonstration de manière différente. Au moment du Front populaire, il y a un grand mouvement social. Ce grand mouvement social prend en charge les travailleurs immigrés et ils vont participer de la vie sociale. Ils vont être, pour certains d'entre eux, les cadres du Parti communiste, des organisations syndicales. On peut avoir des noms en tête pour ceux qui venaient de Pologne ou tous ceux qui venaient d'Italie ou d'Espagne. Quand les travailleurs, quand les républicains espagnols arrivent en France, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers, eh bien, la prise en charge, elle peut se faire parce que justement, on se connaît. Et là, on a une dernière difficulté qui est l'écart culturel. La difficulté s'est accentuée pour une part des immigrations, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut prendre les immigrations au pluriel, à la fois pour les personnes et comme groupe, c'est que l'écart entre certains pays de départ et nos sociétés s'est accentué, et c'est en particulier accentué à partir du religieux. Et on ne peut pas le dire autrement. Nous étions plus proches culturellement entre Algériens et Français en 1960 que nous le sommes aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, eh bien, il y a l'effondrement des espérances laïques, et le durcissement de sentiments religieux qui se sont accompagnés par des dynamiques d'exclusion de la différence. Et cette dynamique d'exclusion de la différence, elle est malheureusement parallèle au mouvement de décolonisation. Je pourrais dire que le mécanisme d'exclusion de la différence, il commence avec quand Nasser nationalise le canal de Suez, et que dans la folie, c'est pas une folie de nationaliser Suez, mais dans la foulée, voilà, la foulée, le lapsus calamiteux. Eh bien, que fait Nasser? Eh bien, il expulse la différence. C'est le départ de ceux qui sont d'origine italienne, espagnole. C'est les Juifs d'Alexandrie qui sont obligés de partir. Mais ce phénomène-là, dont on pourrait dire qu'il nous a donné Dalida et Claude François, puisque le père de Claude François travaillait sur le canal de Suez, eh bien, il va se reproduire et même s'accentuer ces dernières décennies. C'est un des effets, je dirais, de la chute du mur, c'est-à-dire du renouveau de la guerre à une échelle qu'on n'imaginait pas, et qui est concomitant, eh bien, du drame qu'est la disparition des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire
ou des Juifs en Afrique du Nord. On oublie cela. Hein. On oublie que, par exemple, en Irak, dans les années 50, il y a 140 000 Juifs. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Il y en a plusieurs dizaines de milliers au Yémen. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Je peux prendre la même chose pour les chrétiens. Hein. Et on sait bien que c'est une dynamique qui s'inscrit dans le comportement individuel des gens, c'est-à-dire le fait que je ne considère pas les autres comme égales de moi. Alors, je ne dis pas tous les gens, mais d'une partie suffisante pour faire comprendre à ceux qui restent et qui sont différents qu'ils n'ont plus de place. Voilà. Et ces comportements, ils peuvent s'inscrire dans des dynamiques collectives. Et malheureusement, nous en avons été collectivement victimes. Je veux dire que nous n'imaginions pas non plus le fait qu'on puisse tuer un prêtre au nom d'une autre conception de Dieu dans une église. Hein. Et c'est ça qui fait partie des angoisses, parce que c'est la matérialisation d'un écart culturel qui n'est pas contrebalancé par des discours qui diraient, ben voilà, indépendamment de ce que nous pouvons penser, de ce que nous sommes, nous considérons que nous appartenons à une commune humanité et que vous avez autant de place, vous avez droit à autant de place que moi dans des régimes juridiques et dans des régimes sociaux. Je rappelle toujours que le départ de ce qu'on appelait les Européens ou des Juifs d'Algérie, il est bien sûr lié à la folie, pour le coup, de l'OAS, mais il est aussi lié au fait que le décret qui va instituer la nationalité algérienne, eh bien, indique qu'on est algérien que si on a deux grands-parents musulmans. Hein. Le fils de Maurice Audin, Maurice Audin qui a été torturé par l'armée, qui a été tué par l'armée coloniale, eh bien, il n'a réussi à avoir la nationalité algérienne qu'en se battant, parce qu'il voulait absolument l'avoir, qu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire près de 60 ans après la mort de son père. Et donc, voilà les problèmes qui sont des problèmes doubles. Hein, une concurrence sociale, des difficultés accentuées sur le plan social, qui expliquent la concentration. Parmi les 36 communes de France métropolitaine qui comptent plus de 10 000 habitants, 33 sont situées en Seine-Saint-Denis. Hein. L'Île-de-France, qui concentre plus du tiers des immigrés en France, c'est le lieu de la ségrégation spatiale. Hein, parce que Paris, c'est le lieu de la ségrégation spatiale. Hein, Paris peut se dire ville accueillante. La dynamique foncière fait qu'on part en Seine-Saint-Denis, on part en Val d'Oise, etc. Et ça a des effets même chez des gens qui peuvent se dire particulièrement accueillants, parce que l'endroit où la chose se joue le plus, c'est l'école. Hein. Les mêmes qui peuvent être extrêmement généreux, et il faut être généreux, eh bien, il y a très souvent une limite, qui est le fait que je ne veux pas scolariser mes enfants là où j'ai le sentiment que mes enfants ne seront plus dans un environnement global qui permette l'intégration. Voilà. Et c'est ça qui se fait. Et c'est ça qui accentue les craintes populaires qu'on ne peut pas sous-estimer. Alors, bien évidemment, on est dans des équations qui méritent de prendre les choses, je dirais, un peu de haut et de ne pas les réduire à simplement il y a trop d'étrangers ou il y a trop d'immigrés, etc. Je pense que le problème que nous avons, il est double. Il est d'abord d'être peut-être beaucoup plus franc dans le dialogue avec les responsables des pays d'origine. Parce que, d'une certaine manière, nous vivons ensemble. Hein, et donc, leurs difficultés deviennent nos difficultés. Et c'est parce que leurs difficultés deviennent nos difficultés qu'il faut peut-être beaucoup plus dire les choses que nous le faisons sans doute aujourd'hui. C'est-à-dire dire, ben voilà, votre mode de développement n'offre pas suffisamment de perspectives à votre jeunesse, et malheureusement, une partie de votre jeunesse eh bien, est prête à risquer sa vie pour venir jusqu'à nous. La deuxième chose, c'est que dans ce dialogue, il ne faut pas que nous donnions le sentiment de vouloir piller les richesses des autres. Et c'est le débat que nous voyons se développer dans toute l'Union européenne
sur le besoin de compétences et de main-d'œuvre liés au vieillissement de nos populations. Je vais le dire de manière un peu plus abrupte. Voilà. Si nous ne voulons pas que les malades de ces pays viennent ici pour se faire soigner, nous ne pouvons pas avoir comme politique de systématiquement prendre leurs médecins. Voilà. Je ne dis pas. Alors, je sais bien qu'il y a des médecins qui veulent venir absolument parce qu'ils veulent vivre mieux. Mais une chose est qu'il y ait des choix individuels, bon, voilà, qu'on accueille. Une autre chose est d'en faire une politique publique qui donne le sentiment aux populations des pays d'origine que nous avons une politique qui est postcoloniale ou néocoloniale de pillage de leur capacité de développement. On pourrait y rajouter les informaticiens ou les conducteurs de chantier. Je pense que ça, c'est un problème important. La troisième chose, c'est que, comme j'ai dit que c'était une question sociale, on ne peut pas avoir le sentiment qu'on pourra résoudre les questions simplement par l'expulsion de ceux qu'on ne veut pas. Parce qu'en réalité, ce qu'il souligne, c'est nos propres incompétences collectives et qui touchent déjà la population indépendamment de leur présence. J'ai parlé du logement, je peux parler de l'école, je peux parler de l'hôpital. Hein, et là, c'est un problème qui suppose des stratégies d'investissement. Et je peux parler aussi de ceux qui sont ici et qu'on a du mal à prendre en charge pour les rendre utiles à l'ensemble de la société. Je dirais que c'est quasiment un problème de vocabulaire et pour les étrangers qui arrivent comme pour ceux qui sont ici. Pour les étrangers qui arrivent, le fait de parler tout le temps de migrants, d'exilés, etc., qui est un discours, je dirais, ayant de plus en plus cours dans des tissus associatifs, ne donne pas le sentiment aux personnes qu'elles peuvent être utiles socialement. Moi, personnellement, je préfère le terme travailleur immigré. Voilà. Travailleur immigré, eh bien, on voyait quelle était sa fonction sociale. Hein. Si on dit c'est un exilé, oui, bon, il est ici, là, il est ailleurs, etc. Voilà. La deuxième chose, c'est que nous avons une partie de la jeunesse issue de l'immigration que nous n'arrivons pas à prendre en charge pour la mettre dans des dynamiques de formation qui soient utiles après à l'ensemble de la société, et nous les retrouvons dans des problèmes de délinquance ou de troubles à l'ordre public qu'il faut arriver à résoudre, non pas simplement par la nécessité de la sanction parce qu'elle est nécessaire, mais aussi par la capacité à montrer qu'il y a une valorisation possible de soi à travers le travail, à travers l'étude, à travers quelque chose qui n'est pas simplement la course immédiate au profit ou à l'argent facile. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est ça les vrais débats. Le reste, à mon sens, c'est un peu de l'estrade, même si on est actuellement sur une estrade, si vous voulez. Voilà, je crois que c'est ça l'enjeu, bien évidemment, des problèmes. Alors, je terminerai par une critique qu'on me fait souvent, c'est oui, mais d'une certaine manière, tout ça et le fait que nous avons été colonisateurs, etc., et que du coup, il y a quelque chose qui se perpétuerait, etc. Je vous ai parlé de la Suède tout à l'heure. La Suède, c'est pas un pays qui a été colonisateur. C'est aujourd'hui un pays qui a considérablement accueilli, mais qui a accueilli avec ce sentiment qu'il suffisait que les gens soient là et que d'une certaine manière, ça allait se faire tout seul. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est dans de grandes difficultés, et la presse s'en fait régulièrement l'écho. Et je crois que la difficulté vient du fait qu'ils n'ont pas dit vraiment ce qu'ils étaient eux et en quoi ce qu'ils avaient construit comme société était plus valorisant pour tout le monde que les sociétés de départ. Hein, il y a quelque chose qui n'a pas été complètement dit. Je pense que la dernière chose, c'est être au clair sur ce que nous sommes nous, et ce que nous sommes nous est indéniablement dans toute l'Union européenne quelque chose qui est supérieur aux pays de départ, puisque la caractéristique des pays de l'Europe, c'est d'être des démocraties adossées sur des États sociaux. Voilà. On en revient à la question de l'identité, encore faut-il savoir qui on est. Absolument. Merci Zideleski. Bon, je suis certain que vous avez beaucoup de questions dans la salle. Il y a 2 micros qui vont se promener. Je vais me permettre d'en poser une première, tout simplement.
est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a toujours, Didier Lesky, une histoire douloureuse derrière un déracinement? Et pour citer le pape François, chacun a aussi le droit de rester dans son pays. Et c'est le plus grand drame à l'heure actuelle, c'est qu'on ôte ce droit à bien des personnes dans le monde. Oui, bien sûr, le pape François, il a raison de dire qu'il y a un droit à rester dans son pays. D'une certaine manière, mais bien sûr qu'il y a un droit à rester dans son pays. Je rajouterais qu'il n'y a pas un droit inscrit qui serait celui de pouvoir s'installer où on veut, quand on veut. C'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme, c'est le droit au déplacement et de rentrer et de sortir de son pays, mais ce n'est pas le droit de s'installer où on veut, quand on veut. Mais bien évidemment, on sait bien que c'est un arrachement, oui, bien sûr. C'est toujours difficile. Le micro va se promener dans la salle. N'hésitez pas à poser des questions au fond de la salle. On vous écoute. Merci, monsieur le conférencier, pour ce constat. J'habite dans Villers-lès-Nancy, tout près du marché d'Aussonville, dans le coin d'Artem, où depuis 2 ans s'est ouvert un collège, Niki de Saint-Phal. On m'entend pas? Ah bon? Près du collège Niki de Saint-Phal. Et 2 fois par jour, je fais un petit tour dans le coin d'Artem et je croise des jeunes, pas lycéens, des jeunes collégiens, des jeunes adolescents qui arrivent pour leur cours ou qui rentrent à la maison. Et je suis surpris du fait que très peu, enfin beaucoup parlent une autre langue que le français. Alors, c'est quand même un symbole très fort. Ce sont des enfants, des garçons, des filles de 13, 14, 15 ans qui parlent une autre langue. C'est-à-dire ce désintérêt, quand même, est le symbole d'une certaine forme d'écart et de distance qu'on entend maintenir avec le pays d'accueil. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Or, je ne sais pas si c'est un philosophe ou un Français ou étranger qui a dit qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Et beaucoup de gens ici le comprendront. Et si l'on ne donne pas les mots, comment voulez-vous qu'on s'entende? Et quand on voit que dans certaines banlieues, on n'a pas de mots pour se défendre, on n'a pas de mots pour s'exprimer, alors on dégaine des coups. Alors avant de dégainer des nions, on ferait mieux de dégainer des mots. Apprenons-leur des mots. Ça, c'est le premier point. On va en rester au premier point pour l'instant, monsieur, si vous voulez bien. Si, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions. Non, mais c'est déjà un sujet en soi que vous avez évoqué. Alors, on ne connaît pas l'histoire ou le parcours de ces personnes que vous avez croisées, mais il est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de déstabilisant quand on ne comprend pas son prochain. Non, mais bien évidemment, depuis la Révolution française, on sait que le partage d'une même langue, c'est la condition nécessaire pour participer de la même vie civique. C'est indéniable, et c'est pour ça que les efforts qui ont été faits par les politiques publiques ces dernières années, ça a été de proposer jusqu'à 600 heures d'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants. Indéniablement, il y a cela. Après, posséder plusieurs langues, parce que ça peut être quelque chose de positif si en même temps on possède le français. Et c'est indéniablement vrai. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a pendant très longtemps, je dirais, ces 50 dernières années, on a plus valorisé les langues régionales qu'on a valorisé la nécessité pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français. Et du reste, nos débats publics, c'était de savoir si le breton devait être valorisé, si telle ou telle langue régionale devait être officialisée comme langue. Il y avait même tout un débat pour savoir s'il existait vraiment des cultures régionales en France. Oui, enfin bon. Mais voilà, après, il faut faire attention. L'intégration, c'est pas être identique, si vous voulez. Et c'est là où il faut bien mesurer ce qu'on dit. Je dis cela parce que, enfin, je stigmatisais personne, mais enfin, on n'est pas pareil en France entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest. Voilà. Mais en même temps, on est tous français, mais on a des caractéristiques propres.
on ne mange pas forcément la même chose, on ne mange pas les mêmes fromages. Cette diversité est une richesse. Voilà. La question, c'est qu'elle ne doit pas être enfermante. Et ce n'est pas un problème de communautarisme. Et je vais terminer là-dessus. Les enfants des familles asiatiques, ils sortent du collège, ils peuvent parler entre eux la langue familiale, qui n'est pas le français. En même temps, ils ont de réelles dynamiques d'intégration. Parce que leur communautarisme n'est pas la mise à distance des autres. Et moi qui habite Paris, je sais parfaitement que le 13e arrondissement, eh bien, c'est un lieu où quand vous allez, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit dans les vitrines parce que tout est écrit en chinois. Et en même temps, eh bien, on va au restaurant, on est accueilli, on n'a pas le sentiment d'y être mal à l'aise, si vous voulez. Alors, c'est peut-être parce que tout le monde communie dans ces lieux, et nous y compris, autour de l'argent. Hein. Mais donc, le communautarisme en soi n'est pas un problème s'il n'est pas dans une dynamique d'exclusion des autres. Et le problème, c'est les communautaristes qui sont dans des dynamiques d'exclusion des autres. Merci. Une question ici ? Oui, ma question est un peu dans le prolongement de ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on considère habituellement qu'il y a deux modèles d'intégration principaux. Le modèle républicain français, donc accueillir l'étranger pour en faire un Français, dans la mesure du possible, et puis le modèle communautariste qu'on voit par exemple en Angleterre, où les étrangers se regroupent en communauté et s'administrent assez largement entre eux avec des méthodes et puis des principes et des règles qui leur sont propres. Alors ma question c'est, est-ce que d'une part, on n'est pas en train, contre notre volonté, je dirais, nationale historique, de glisser vers un modèle plus communautariste ou communautariste? Et puis l'autre question, est-ce que le modèle communautariste en Angleterre, par exemple, fonctionne si bien? Non, mais vous avez déjà un peu la réponse. Il ne fonctionne pas bien. Et d'une certaine manière, les pays, on peut y rajouter la Hollande et d'autres, qui avaient ce type de modèle de développement, en reviennent considérablement et adoptent des politiques qui sont de plus en plus sévères, et pour certaines d'entre elles, plus sévères que les nôtres vis-à-vis de comportements communautaires. Voilà. Mais historiquement, nous n'avons pas le même mode. Il ne faut jamais oublier que les anglo-saxons, ils ont quand même inventé l'apartheid en Afrique du Sud. Hein, c'est-à-dire l'idée du développement séparé. Les Hollandais, c'était un peu ça. Mais ils en reviennent considérablement. L'Angleterre est dans une situation effectivement très difficile. Mais ça ne date pas d'hier. Et du reste, c'est une situation de développement qui nous a, enfin, de communautarisme qui nous avait posé des problèmes. Parce qu'à un moment donné, on appelait l'Angleterre le London Instant, c'est-à-dire le lieu de l'islam radical qui pouvait irriguer dans toute l'Europe. Mais ils sont dans une situation dont les manifestations récentes expriment la difficulté. Vous diriez que notre modèle en France, aussi imparfait soit-il, fonctionne encore ? Il fonctionne encore. Oui, il fonctionne globalement. Notre problème, c'est un problème de marge. Mais il y a des zones où il se grippe, indéniablement. Oui. Mais il se grippe à partir de personnes ou de groupes qui sont dans dynamiques de repli, qui peuvent être des dynamiques de repli organisées par des États étrangers. L'exemple type, c'est le problème d'une partie des personnes nationalistes turques avec un président turc qui explique que l'assimilation est un crime contre l'humanité et qui veut absolument maintenir un encadrement des populations, turques à l'étranger. Et ça s'est accentué, cette volonté de certains États, dans un mouvement qui est paradoxal, parce que comme ce sont malgré tout des sociétés où il y a un jeu démocratique, en tout cas, ou plus ou moins démocratique, eh bien, il y a des votes qui se font ici, et l'exemple turc est frappant. Les ressortissants turcs qui sont allés voter en Europe ont plus voté Erdogan que les Turcs en Turquie. Et ça, vous le dites bien finalement dans ce grand dérangement. Ces difficultés, elles sont liées aussi donc, aux moyens de déplacement modernes, bien sûr, mais aussi aux moyens de communication qui fait qu'on reste toujours en contact aussi avec son pays d'origine et qu'on est lié aussi à cette culture, à cette information, puis au président aussi de son pays d'origine. Oui, bien sûr. C'est une donnée technique que j'ai parlé du train, du paquebot et de l'avion, mais il y a une nouvelle donnée technique. C'est vrai, c'est la capacité, grâce aux nouvelles technologies, à rester en lien constant
avec les sociétés d'origine, avec sa famille. Ça peut avoir des aspects positifs, mais ça peut avoir aussi des aspects négatifs extrêmement importants. Quand on partait au XIXe siècle par paquebot en Amérique et qu'on était polonais ou allemand, bien, il fallait s'adapter et on parlait anglais, on ne revenait pas. On pouvait revenir une fois dans sa vie. Enfin, ça pouvait arriver. Les Italiens sont en partie revenus, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Hein. On partait au Brésil, on apprenait le portugais, on partait en Argentine, on parlait espagnol. Bon, aujourd'hui, vous pouvez avoir des lieux où on est irrigué en permanence par la télévision du pays d'origine, hein, et avec ce qu'elle peut charrier, par exemple, de jugements sociaux qui sont antagoniques aux nôtres. Alors, je ne vais pas revenir, mais par exemple, dans les universités actuellement, où je vois des tas de jeunes gens manifester en même temps qu'ils discutent de savoir si le sexe est une construction sociale, hein, il n'est pas certain que dans un certain nombre de zones, on puisse avoir ce type de débat de manière sereine. Merci. Une question par ici ? Allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je fais partie de JRS Welcome. Donc, on est des familles qui accueillons des personnes qui sont demandeurs d'asile. Et ce qui m'a marqué de l'un d'eux en particulier, c'est qu'il me disait, en arrivant chez moi, que c'était la première fois qu'il rentrait dans une maison française. Et en fait, je trouve qu'il y a cette difficulté que rencontrent les demandeurs d'asile, c'est quand ils arrivent, ils sont mis dans des foyers où ils ne sont que entre étrangers, où ils ne connaissent pas du tout la façon de vivre en France. Et voilà, et on a eu beaucoup de discussions. Ils venaient du Nigeria, et on parlait anglais en particulier ensemble. Et j'ai trouvé que, voilà, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes? Parce qu'on leur reproche de ne pas s'intégrer, mais est-ce qu'on leur donne les moyens de s'intégrer, de connaître notre façon de vivre? C'est ce que fait le réseau, en tout cas, JRS Welcome, en accueillant les gens. Mais l'intégration, c'est un processus long. Vous êtes, comme nous, du reste, la première étape. Voilà. Et du reste, je connais parfaitement votre travail et j'en profite pour faire une incidente, c'est que notre pays est globalement accueillant. Hein, les réseaux chrétiens le sont en particulier. Voilà. Et je pourrais rajouter même que je suis par moments surpris que certains réseaux qui pourraient être beaucoup plus en lien, je dirais spirituellement, avec ceux qui arrivent, ne soient pas beaucoup plus mobilisés. Le message est passé. Les catholiques sont très accueillants, on s'organise en paroisse, en diocèse, effectivement, pour être indéniable, là pour les personnes. Mais ça fait partie de l'apaisement. J'ai parlé tout à l'heure des attentats. Je veux dire, le rôle pacificateur, à la fois de la parole du pape, mais de la parole des églises, de la parole des évêques, et vous êtes là, a été essentiel. Bon, bien évidemment, on peut me dire que de temps en temps, il y a une parole qui vient d'ailleurs, qui peut participer de cela. Mais je constate actuellement que ça ne se fait pas. C'est-à-dire que, pour dire très abruptement, parce que je ne peux pas ne pas en parler, on a une montée extrêmement violente de l'antisémitisme. Bon, si vous voulez, les paroles apaisantes sont quand même très peu présentes, en particulier chez des personnes qui se prétendent guides spirituels et qui parfois le sont, par rapport à des populations qui viennent de pays où l'antisémitisme est quand même extrêmement développé. Vous êtes en lien, donc, de par votre métier, avec les associations qui accueillent des migrants. Alors, il y a ces dispositifs qui se mettent en place où, effectivement, on accueille au domicile des migrants en solo ou en famille. Il y a Santé Gidio qui fait aussi un travail remarquable, avec qui on a un partenariat avec les couloirs humanitaires qui font venir des familles. Voilà, il y a d'autres structures. Après, je sais bien que, et c'est le rôle d'aiguillon, et ça fait partie du jeu démocratique, que vous pouvez considérer que l'OFI n'en fait pas assez, ou que l'État est trop sévère, etc. Voilà, ça n'empêche pas l'État, du reste, de distribuer des subventions à toute une série d'associations
qui sont elles-mêmes extrêmement critiques. Je rappelle par exemple que la CIMAD, eh bien, elle vit en grande partie des marchés publics de l'État. Ah, ça a fait réagir dans la salle. Bah oui. La présence de la CIMAD dans l'ECRA, c'est l'État qui la paye. Avec des points de vigilance peut-être pour cet accueil, parce que j'ai eu l'occasion de recueillir des témoignages de familles qui accueillent des migrants. Ce n'est pas toujours simple parce que vous parliez des différences culturelles. Parfois, elles sont si fortes qu'il faut mettre en place des garde-fous. Et je sais qu'il y a des systèmes qui se mettent en place pour que les familles se relaient pour accueillir tant de semaines les familles, parce qu'au bout d'un certain temps, la cohabitation devient difficile. C'est ce que fait JRS. Parce que, bien évidemment, on peut accueillir, mais accueillir, c'est accueillir pour un temps. C'est pas faire famille ensemble. Je veux dire, c'est pas ça le but. Voilà. Après, il faut avoir les moyens aussi de l'accueil chez soi. C'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir de l'espace, il faut avoir du temps. Et puis, il y a un rapport de confiance qui se fait et qui se construit. Et donc, soit il est accompagné, mais je ne peux pas vous prendre une famille comme ça. Enfin, l'Office, à peu près 200 000 personnes accueillies tous les ans dans nos structures. Je veux dire, l'année dernière, c'est 160 000 demandeurs d'asile entre les premières demandes et les redemandes, si vous voulez. Mais il y a des personnes, je ne peux pas dire, je vais les mettre comme ça dans une famille. Moi, je ne sais pas qui c'est. Et vous non plus, du reste. Et puis, on ne peut pas être complètement rousseauiste, je veux dire, avec cette idée que l'homme est bon, voilà, et que parce que vous êtes bonne, et ça se voit, celui en face sera bon. Parce que, voilà, peut-être que je le dirai avec votre langage, mais enfin, le diable, ça existe. On prend 2 questions ici, monsieur, allez-y. et puis madame, juste dans la foulée. Je parle sous l'autorité de l'évêque. Oui, bonjour. Philippe, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme. On a d'ailleurs des permanences où on accueille des migrants 2 fois par semaine pour les aider dans leur démarche administrative, entre autres. Je voudrais revenir sur la question de l'accueil, mais de l'accueil général par l'État français, qui, pour moi, est absolument catastrophique. Les chiffres le montrent. Il suffit d'aller voir le travail que fait François Héran et de la chaire notamment Migration et Société. Aujourd'hui, la France, au niveau européen, est en bas de tableau sur le nombre d'accueils des immigrés. Ça, c'est indéniable, c'est les chiffres qui le disent. La deuxième chose, vous l'avez dit à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a l'impression en fait, d'une espèce de masse. En réalité, vous en avez un peu parlé, mais la moitié des personnes qui viennent en France ne sont pas des personnes qui viennent uniquement chercher l'asile, ça vous l'avez dit, mais il y a 50% d'étudiants. Donc déjà, si on enlève les 50% d'étudiants, on n'a plus beaucoup de monde en réalité à accueillir. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique actuellement, depuis la loi immigration, mais déjà auparavant, en fait, est une politique qui n'est pas une politique d'accueil véritablement, ni d'intégration pour les migrants, malgré tout le travail qui est fait par l'OFII, etc., ou par d'autres organismes. Aujourd'hui, ce qui se passe, pour revenir à ce que disait Madame tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a des familles qui accueillent? Tout simplement par volonté humanitaire, évidemment, humaniste, mais aussi parce que ces personnes-là seraient à la rue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont à la rue, qui ne sont pas du tout prises en charge. Et je voudrais aussi revenir très rapidement sur la question du social. Les personnes qu'on voit, en tout cas nous sur le terrain, n'ont pas droit aux logements sociaux. Ce sont des personnes qui n'ont pas droit aux logements sociaux. Donc il est faux de dire que ces personnes, en fait, occupent des logements sociaux. C'est faux, c'est totalement faux. On s'en rend compte absolument tous les jours. Quand on a des personnes qui se retrouvent expulsées parce qu'elles ont tout épuisé dans leur démarche, elles ne peuvent pas prétendre aux logements sociaux. Voilà. Mais quelle est votre question, monsieur? Alors, ma question n'est pas parler de la loi actuelle. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue sur la loi, aujourd'hui. D'accord. Plusieurs choses. D'abord, ce que vous dites sur François Héran est à peu près approximatif. D'abord, François Héran était membre pendant longtemps du conseil d'administration de l'Office, un ami, je travaille beaucoup avec lui. Voilà. Les gens ne vont pas n'importe où. Voilà. La France
est un des pays où la proportion d'immigrés, je l'ai dit, entre 11 et 13%. Ce n'est pas le pays d'Europe où il y en a le plus, mais ce n'est pas le pays d'Europe où il y en a le moins. Et comme il le dit, c'est la lente infusion. Et j'ai repris l'image des 30% sur 3 générations en expliquant, et je vous renvoie à ces travaux du reste, que c'est une particularité française par rapport à d'autres pays. La France, c'est l'année dernière 104 000 étudiants sur 323 000 titres de séjour. C'est un tiers des titres de séjour. C'est indéniable, mais la particularité, c'est que sur la longue durée, comme je l'ai dit, on a de plus en plus d'immigrés. C'était 7% en 2000, c'est 11% aujourd'hui. Donc il y a une progression qui est indéniable et qui est peut-être moins forte qu'en Suède, je l'ai dit aussi, mais qui est indéniable. En ce qui concerne l'hébergement, en gros, 300 millions en 2000, c'est 3 milliards. C'était 3,3 milliards l'année dernière. Bon, c'est vrai, on ouvre moins vite des hébergements. L'Office est 110 000 hébergements, que c'était 50 000 il y a 6 ans, que les arrivées. C'est indéniable. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que la politique qui a été mise en place, c'est essayer de répartir les personnes à travers le territoire. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a 2000 demandeurs d'asile qui sont orientés à partir de Paris par l'OFII tous les mois en région. Globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques régions où on a eu des problèmes. En ce qui concerne le logement social, j'invente pas les chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE, si vous voulez. L'INSEE, vous prenez l'étude trajectoire et origine, et vous verrez là la monographie de ceux qui vivent dans le logement social. Voilà. Après, qu'un demandeur d'asile n'ait pas accès au logement social, oui, un demandeur d'asile n'est pas accès au logement social. Ça, c'est indéniable. Mais quelqu'un qui a un titre de séjour, il a accès au logement social. Donc il y a 7 millions de personnes qui sont immigrées, dont 2,5 millions qui sont françaises, et elles ont accès au logement social comme d'autres. Et je rajoute du reste que la progression des immigrés dans le logement social ces 5 dernières années, elle a augmenté de 15%, en particulier à cause ou grâce à la politique publique, puisque nous avons, du point de vue des politiques de l'État, une prise à bail d'à peu près de 14 000 logements tous les ans en direction des réfugiés, pour permettre à ces réfugiés de sortir du dispositif national d'accueil géré par l'OFII, parce que comme ça, nous pouvons mettre des personnes nouvelles en demande d'asile. Mais j'ai fait tout un long développement sur le logement, et c'est vrai que la question qui est posée, en particulier pour des personnes qui ne travaillent pas, qui vivent de minima sociaux, c'est comment se loger. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés pour faire sortir les personnes du dispositif national d'accueil, parce qu'ils ne sont pas encore solvables. C'est un des problèmes que nous avons. Mais à partir de là, dire que notre pays se comporte mal, c'est idiot. Je veux dire, c'est idiot par rapport à l'ensemble de la population qui se tient plutôt bien. Et c'est factuellement faux. Enfin, actuellement, vous avez un débat en Allemagne sur la restriction des droits aux soins, et alors que nous sommes le pays qui accorde le plus facilement des droits aux soins à l'ensemble de la population. Nous sommes le seul pays au monde où il y a un titre de séjour qui s'appelle le titre de séjour pour soins, qui fait que tous les ans, l'OFII a des dossiers d'Américains, de Japonais, majoritairement des gens d'Afrique, etc., à qui nous donnons un titre de séjour parce qu'ils ont le cancer. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. Et donc, dire à chaque fois l'État et la France se comportent mal, c'est faux. Voilà. Et ça ne fait qu'alimenter ceux qui pensent que... voilà, enfin bon, parce qu'ils le voient, parce que ça se voit. Je veux dire, ça se voit qu'on n'est pas un pays où on maltraite les gens. Mais si on était un pays où on maltraite les gens, vous pensez que les gens sont suffisamment idiots pour vouloir absolument venir ? On sait que ça vous tient à cœur, en tout cas. On sait que la situation est difficile, mais je rappelle le chiffre, effectivement. Alors, ce n'est que de l'argent, mais c'est quand même une somme conséquente. 3 milliards d'euros par an dépensés par la France pour héberger. Par an, l'année dernière, ça augmente régulièrement. Ça augmente régulièrement. Ça augmente ce n'est pas rien non plus. C'est à la fois l'hébergement d'urgence et le dispositif national d'accueil. On est un des rares pays où l'hébergement d'urgence est inconditionnel. C'est là que je voulais en venir, Didier, parce que vous en parlez très bien dans votre livre. Par rapport au reste du monde, par rapport aux pays extra-européens, il ne faut pas qu'on se fasse du mal non plus. On est globalement, objectivement accueillant. Les migrants dans certains pays extra-européens n'ont absolument aucun droit. Ici, on arrive en France, nos enfants peuvent aller à l'école, les enfants peuvent aller à l'école. Oui, bien sûr. Du reste, c'est une des traditions républicaines qu'il faut continuer à garder. C'est le fait que les mineurs en France n'ont pas besoin de titre de séjour.
Hein, tous les pays d'Europe ne fonctionnent pas comme ça. Je veux dire, un mineur est immédiatement, je dirais, en situation régulière. Il va à l'école. Je rappelle que dans l'accord entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts en Allemagne, il y avait justement une des clauses qui était de systématiser la scolarisation des enfants de personnes venant en demande d'asile. Voilà. C'est un des aspects, parce que, en fonction, comme c'est une politique de Länder, c'est pas automatique, etc. Bon, voilà. Mais nous, ça l'est. Voilà. Je peux y rajouter la question de la santé. Et vous pouvez prendre même les items, je veux dire, enfin, ça m'énerve, voilà. Je ne peux pas le dire différemment, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve parce que d'une certaine manière, ce qui est sous-entendu, c'est que nous ne sommes pas des fonctionnaires républicains et que notre métier, c'est de martyriser les gens, alors que nous faisons tous les jours l'inverse. Voilà, et ça m'énerve. Voilà, je vous le dis très clairement, ça m'énerve. Tout en entendant votre combat et votre accompagnement au quotidien, parce qu'on se doute bien aussi que vous côtoyez des situations très difficiles. Une question devant. Moi, je vais peut-être vous énerver un petit peu aussi, mais bon, je suis enseignante en milieu universitaire, et sur la Lorraine, on a quand même à peu près 6 000 étudiants étrangers. Sur ces 6 000 étudiants étrangers, depuis quand même 3 ans, et l'Université de Lorraine a été une des dernières universités à devoir faire payer des frais d'inscription qui se montent à peu près à 2 780 € pour un premier cycle et 3 800 € pour un master. Les étudiants passent par Campus France et doivent avoir sur leur compte 10 200 €. D'accord ? Donc, ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui vient des États-Unis, d'Australie, que pour quelqu'un qui vient du Bénin. Bon, moi, j'ai des étudiants qui actuellement n'ont encore pas de titre de séjour. Certains. Voilà. Et on arrive en fin d'année. Hein ? On est obligé de monter des armoires solidaires pour qu'ils puissent se nourrir, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc ça, c'est un fait qui est réel. Hein ? Et d'autre part, là, le monsieur qui parlait au début des élèves qui étaient scolarisés peut-être au collège Niki de Saint-Phal, ce sont des mineurs non accompagnés. Et ils ne sont pas tous scolarisés parce qu'il n'y a pas de place forcément pour les accueillir ou ils n'ont pas passé de tests. Donc nous, avec d'autres personnes ici présentes, on a monté des cours de français depuis 25 ans et on a beaucoup de mineurs non accompagnés qui, en attendant d'être scolarisés, viennent apprendre le français. Donc, quelque part, il y a ces réalités-là. Et il y a une paupérisation dans le milieu étudiantin étranger qui est de plus en plus prégnante. C'est un réel souci. Voilà. Vous voulez réagir à ce témoignage ? Il y a en France actuellement 400 000 étudiants étrangers. Leur frais d'inscription a augmenté, c'est ça ? Oui, mais contrairement à ce qui avait été dit, puisque d'abord, leurs frais d'inscription à l'étranger restent très inférieurs, par exemple, à ce qui peuvent exister en Allemagne, justement, puisque vous vouliez comparer... Non, mais attendez, j'ai pas fini. Voilà. L'augmentation des frais d'inscription n'a pas limité ou fait diminuer le nombre d'étudiants étrangers inscrits en première année. Je vous ai dit, c'était 104 000 l'année dernière. Vous avez raison, monsieur, c'est le premier item en termes de type de séjour. Ce n'était pas vrai il y a encore 4-5 ans, puisque l'immigration familiale était supérieure à l'immigration étudiante. Donc, les frais d'inscription n'ont pas limité l'inscription des étudiants étrangers en France. J'ajoute que les frais d'inscription, parce que les étudiants, c'est un marché, restent très inférieurs en France à ce qu'ils ne sont en Allemagne, en Angleterre, etc., où on a quand même des étudiants étrangers qui arrivent. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans quelque chose qui soit particulièrement coûteux par rapport à ce que valent véritablement les études, et on ne peut même pas parler des États-Unis, etc. La dernière chose, c'est que dans ce que vous racontez, il y a cette particularité qui fait partie des conditions d'accueil de notre pays, c'est qu'un étudiant qui peut ne pas avoir de visa peut être inscrit, de titre de séjour, peut être inscrit à l'université. Je peux vous dire que vous allez aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous allez en Allemagne, c'est déjà plus compliqué. Hein. Et nous, on a des universités, c'est leur droit, elles sont autonomes. Hein, pendant très longtemps, les mouvements enseignants et les mouvements étudiants étaient contre la loi Edgar Faure et l'autonomie des universités. Grâce à cette autonomie, manifestement, on peut inscrire des étudiants indépendamment du fait qu'ils aient un titre de séjour ou pas. Et puis vous évoquez un point qui est lié à la précarité de ces étudiants étrangers, mais c'est un vaste sujet qui concerne tous les étudiants. Oui, ça, la précarité. Mais pareil, je rappelle aussi que c'est maintenant le prix au Crous, c'est 1 € pour les étudiants. Hein ? Oui, c'est 1 €.
je veux dire, ça fait partie de la capacité de l'État social à prendre en charge les situations de précarité. Quand j'étais étudiant, c'était beaucoup plus qu'1 euro. Et j'étais en même temps boursier. Une question là-bas ? Oui, bonjour, j'ai une question. Je suis assez surpris de la tournure un peu du débat parce que je trouvais que vous étiez très intéressant et pondéré dans votre discours, dans votre explication tout à l'heure. Et là, je trouve que vous êtes particulièrement virulent vis-à-vis des questions qui vous sont posées, et ça m'étonne un peu, donc je ne sais pas. Bon. Alors, à ce titre-là, vous dites que c'est idiot de dire que la France se comporte mal. Alors, comment doit-on, dans ce cas-là, considérer tous les tracasseries administratives à n'en plus finir qui concernent les gens donc qu'on peut appeler soit travailleurs immigrés, soit migrants, selon on a envie de le donner. Il me semble que quand même, il y a dans bon nombre de cas des maltraitances. En tout cas, c'est ce que moi aussi j'entends dans les gens qui viennent de l'étranger et qui dérivent après vers un certain nombre de comportements qui effectivement ne sont pas tout à fait sains pour notre société. Alors à propos là vous avez parlé du logement, vous avez aussi parlé du travail tout à l'heure, en disant que ça restait un facteur d'intégration important, bien entendu. Est-ce que, dont ma question là-dessus, c'est interdire à ceux que vous appelez les travailleurs immigrés, plutôt que les migrants, pourquoi pas, effectivement, désigner les personnes dans ces situations de ces noms-là, leur interdire de travailler de façon légale, vous paraît-il un si bon et si sain traitement? Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Et pourquoi? Quelle est la raison d'être de cette attitude de la France si exemplaire que vous décrivez par ailleurs, ce dont je doute. Mais bon, on peut peut-être rappeler le processus qui permet à un immigré de travailler. D'abord, je constate que ce que j'ai dit au début, vous ne l'avez pas intégré. Je pense que c'est une mauvaise manière pour l'ensemble des immigrés que de parler systématiquement de ceux qui n'ont pas un titre de séjour et qui ne sont pas en situation régulière. La majorité des immigrés en France viennent de manière régulière et sont en situation régulière et ont un accès au travail parce qu'ils sont en situation régulière. Il faut quand même le rappeler. La deuxième chose, c'est que je suis virulent. Pourquoi ? Parce que je crois que l'ensemble de la structure administrative est composée de gens qui sont bénévolents, et même dans les préfectures, s'ils ont des difficultés, ce sont des personnes bénévolentes et qui ne passent pas leur vie à essayer de martyriser les choses. Alors après, est-ce que nous sommes parfaits ? Je ne le crois pas. Je pense que nous avons une difficulté qui est la suivante, c'est que, pour des raisons que je peux expliquer, nous avons eu une baisse des moyens globaux de la fonction publique, en même temps qu'il y a une augmentation des volumes à traiter, en particulier en termes d'accueil des étrangers, et que ça crée une difficulté dans les préfectures, et c'est un des sujets. En ce qui concerne les mineurs étrangers, puisque je n'ai pas répondu, les mineurs étrangers, nous sommes là dans quelque chose qui n'a pas été pensé, puisque je rappelle que ce sont les départements qui sont en charge de la minorité depuis les lois de décentralisation. Voilà. Après, chacun peut avoir un point de vue sur les lois de décentralisation, j'en ai un, mais du coup, comme on a à peu près 30 000 mineurs ou 30 000 personnes qui se déclarent mineurs, qui arrivent, et que même sur une ville comme Paris, département de Paris, c'est 10 000 par an, mais ce n'est que 3 000 reconnus par le département comme mineurs, on a 7 000 personnes qui ne sont pas déclarées mineurs. Enfin, sur la question du travail, votre question, c'est pourquoi quelqu'un qui vient ici déposer une demande d'asile ne peut pas immédiatement travailler. Il le peut au bout de 6 mois. Voilà. Et l'administration et les pouvoirs publics sont dans une situation où, au bout de 6 mois, si la personne n'a pas été traitée du point de vue de sa demande d'asile, si elle n'a pas été rejetée ou si elle n'a pas été acceptée, eh bien, il est en capacité de travailler. C'est 6 mois. Voilà, c'est ça le délai aujourd'hui. Mais la difficulté de l'accès au travail aujourd'hui, c'est pas qu'on les autorise ou pas. C'est la difficulté de la maîtrise du français et les compétences globales des personnes. C'est ça qui fait le frein. Pourquoi ? Parce que nous avons un marché du travail et un mode de production qui s'est considérablement technicisé et avec une perte régulière des emplois peu ou pas qualifiés. L'exemple type, c'est les caissiers et les caissières. Le mouvement d'automation dans les grandes surfaces, ça fait perdre du travail. L'intelligence artificielle est en train de créer une situation, même dans des métiers qui avaient besoin de main-d'œuvre manuelle, de réduction des emplois de ce type pour des personnes peu ou pas qualifiées. C'est ça la véritable difficulté de l'introduction dans le travail. Et dernière chose, pourquoi je pense que le travail était important ? Parce que le travail, ce n'était pas simplement travailler, c'était un lieu de socialisation, c'était un lieu de médiation entre catégories populaires. Et
le fait que ça se soit déstructuré, eh bien, est un facteur, je dirais, de désintégration pour en particulier ceux qui sont peu ou pas qualifiés. Enfin, je m'énerve parce que je pense que la comparaison entre notre société, notre système juridique, les droits acquis, notre état social comparé à d'autres, eh bien, ne permet pas d'avoir une critique comparative négative. Après, moi, j'ai un point de vue en tant que citoyen, je vois bien ce qui pourrait être amélioré, mais je ne supporte pas cette idée de dire en permanence nous serions moins bien que d'autres. Je crois que c'est absolument l'inverse à partir d'un certain nombre d'items. Par exemple, si on a aujourd'hui des Afghans qui sont dans les rues de Paris et effectivement peut-être pas suffisamment de logements, mais qui parlent en même temps suédois, c'est parce que la Suède, comme le Danemark, comme en ce moment l'Allemagne, qui a décidé d'avoir une politique d'immigration choisie, comme en Italie, etc., eh bien, on dit on ne vous veut plus ou pas, et donc allez ailleurs. Voilà. Et je rajoute que chaque pays a des immigrations spécifiques et que très souvent, ceux qui font la critique de la France devraient s'interroger sur pourquoi, par exemple, la première nationalité en demande d'asile en Espagne, ce sont les Vénézuéliens. Et les défis à relever pour les années qui viennent seront sans doute de plus en plus importants, parce que vous le dites aussi dans votre livre, ces migrations, elles vont aller en grandissant dans les années qui viennent. Oui et non. D'abord, il faut espérer que non. C'est-à-dire qu'il faudra espérer qu'il y ait un certain nombre de conflits. Qu'il y ait moins d'inégalités, moins de conflits. Et des inégalités qui se réduisent, si vous voulez. Voilà. C'est pas le chemin qu'on prend, mais il faut l'espérer. Voilà, donc il ne faut pas dire... Voilà. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres discours qui est de dire, par exemple, il y aurait la nécessité, pour des raisons climatiques, de prendre en charge les personnes en Europe. Je crois que c'est une vision un peu simpliste parce qu'elle part du principe que l'Europe ne serait pas touchée par le réchauffement climatique. Or, le pôle Nord fond plus vite que le pôle Sud, et on a bien vu avec les inondations dans le Pas-de-Calais, et on peut penser à la Hollande, que s'il y a vraiment une montée des eaux, les questions seront un peu différentes. Mais d'une certaine manière, je reste un peu marxiste. Je pense que l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. Et donc, il faut espérer. Mais là... je m'adresse à l'espérance. Il va y avoir une dernière question, mais tant que j'ai votre attention, je vous rappelle que deux dernières questions, que vous pouvez faire un don pour l'organisation de la prochaine rencontre à la sortie. La prochaine rencontre, ce sera le 8 octobre avec Jean-François Colosimo, qui parlera de la haine de l'Occident. Vous pouvez également vous inscrire votre mail à la sortie pour recevoir les informations par newsletter concernant l'espace ADA. Et puis après ce temps d'échange, vous pourrez vous procurer deux ouvrages de Didier Lesky, Ce grand dérangement des migrations en face, et cet ouvrage collectif avec Régis Debray et Jean-François Colosimo, justement, République ou Barbarie. Ce sera juste après notre rencontre. La question maintenant. Alors j'avais trois petites questions. La première, j'ai lu l'ancienne édition de votre petit ouvrage. Sorti en 2020. Et vous disiez effectivement qu'en France on faisait bien et mieux. Sauf que tout ce que vous avez développé dans cette partie-là, ça a été balayé par la nouvelle loi Asile-Immigration. Alors est-ce que vous... Enfin, une bonne partie, donc je me demandais ce que vous en pensiez aujourd'hui. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez préciser quel item de la loi vous semble pas acceptable ? Eh ben, par exemple, pour le soin, vous en avez parlé tout à l'heure, avant c'était si la personne n'a pas accès à son traitement, au traitement dans son pays d'origine. Ça n'a pas changé. Bah, c'est en voie de changement. Non, mais attendez. Oui, d'accord. Bon, là, c'est pas. Vous me parlez de la loi. Donc, oui, soit vous êtes précise, soit vous n'êtes pas précise. Qu'il y ait des gens qui demandent que ça change, je le sais. Le traitement n'existe pas. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est une procédure OFI, donc je la connais par cœur, et je rends un rapport au Parlement tous les ans, et en plus vous pouvez le trouver, il est en ligne. Okay. Donc alors, la deuxième question. Bon. Deuxième question, en ce qui concerne les personnes qui ont que les sénateurs aient voulu le changer, ça c'est indéniable, mais ça n'a pas changé. D'accord. Une personne qui obtient une protection, les délais sont très longs pour qu'elle obtienne ses nouveaux papiers d'état civil, et ça les exclut d'un certain nombre de droits sociaux. Comment pourrait-on améliorer ? Alors, ça, vous avez raison. L'OFPRA est aujourd'hui un des organismes européens qui va le plus vite, entre 4 et 5 mois. Mais il y a un décalage entre le moment où la décision tombe et la production des papiers d'identité. Oui, c'est pour ça que la loi, en 2018, a demandé à l'OFII de faire un certificat qui permette d'ouvrir les droits au RSA.
et que nous produisons. Voilà. Je le dis que c'est la loi parce que j'étais contre que ça repose sur nous, parce que je ne vois pas pourquoi à chaque fois je dois suppléer. Mais je comprends les difficultés de l'OFPRA, mais aujourd'hui, les réfugiés peuvent toucher le RSA, même s'ils n'ont pas encore leur papier d'identité. Il me semble bien que les logements sociaux, c'est toujours très compliqué. La CAF, les prestations familiales, la CAF exige... Je suis d'accord avec vous. La difficulté des CAF, c'est que ce n'est pas exactement l'État, et que les CAF ont des conseils d'administration et sont des trucs un peu autonomes, c'est un peu particulier. Et donc, c'est des discussions entre l'État, les CAF, etc. Mais ça dépend des CAF, je suis d'accord. Il y a là une inégalité de traitement par CAF. Mais comme je suis un peu jacobin, je serais prêt à tout nationaliser, je suis d'accord. D'accord. Et puis, dernière question. Donc, on a eu le cas de personnes qui acceptent l'aide au retour. Oui. Donc, il y a normalement une aide à l'insertion dans le pays de retour, oui. et qui se trouve dans le pays de retour complètement délaissé. Alors ça, c'est du ressort Alors, quel pays ? Géorgie. Enfin, là, je ne sais pas, ça dépend de l'OFI. Oui, ça c'est l'OFI. Vous avez des antennes dans les différents pays, ou comment ça se passe ? Oui, ça c'est... On parle d'une aide à la réinsertion qui est versée directement au pays de départ. C'est une aide à la réinsertion qui peut aller jusqu'à 7 000 € et qui est pris en charge à travers des opérateurs, puisque on ne la verse pas directement à la personne. Non, et l'OFI n'est pas physiquement présent dans tous les pays, et donc on a des opérateurs locaux qui reçoivent l'argent et qui achètent le matériel. Alors, peut-être qu'il y a mais je suis d'accord, la Géorgie est un pays compliqué, et où il peut y avoir des choses comme ça, voilà. Mais si vous me donnez le nom, je verrai comment on peut faire. Non, c'est pas qu'il y a des recours possibles. C'est dès lors que la personne, on lui a dit qu'elle aurait sa réinsertion et que son projet a été validé, elle doit toucher le matériel. Elle ne touche pas l'argent, mais elle touche le matériel. Voilà. Et par ailleurs, avant de partir, elle a déjà touché de l'argent, puisque les choses sont en deux temps. Il y a une première dotation qui est donnée directement pas en liquide, mais par une carte. Oui, c'est en liquide puisque c'est retiré à Western Union au moment du départ. Et puis il y a cette deuxième tranche qui, elle, n'est pas donnée directement, mais qui est donnée à un opérateur qui peut acheter le tracteur, etc. Bon, je suis allé plusieurs fois en Géorgie, voilà, mais oui, ça peut arriver. Enfin, je ne dis pas que ça n'arrive pas, je veux dire, voilà, mais ça peut arriver, oui. Et en Géorgie, ça peut arriver. Eh bien, merci Didier Lesky. Voilà, la soirée s'achève. On peut applaudir Didier Lesky. Et l'échange se poursuit dans le hall. Bonne fin de soirée et bon retour.